Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Voici 3 ans que Warren a acheté la grande maison. Un manoir qui pourrait abriter 3 familles sans la moindre promiscuité. Malgré leur bonne éducation, ses voisins ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi donc Warren Ulrich y vit seul. Leur curiosité est d'autant plus aiguisée que Warren ne reçoit jamais personne, n'organise aucune fête, aucune réunion. Ne serait-ce son visage avenant et sa parfaite courtoisie, Warren Ulrich aurait la réputation d'un sauvage excentrique, d'un misanthrope ou pire encore, allez savoir avec les voisins, même les mieux éduqués. Or, la dernière chose que Warren souhaite est bien d'attirer l'attention. Exactement 3 ans que Warren a acheté son manoir. Un après-midi de la Saint-Sylvestre, la veille du jour de l'an. Autant commencer en janvier une existence nouvelle, n'est-ce pas? Approchant de l'allée cimentée, il enfonce un bouton sur le tableau de bord de sa Jaguar, actionnant l'entrée télécommandée du garage. Il se donne un coup de peigne, prend le champagne, le caviar, le foie gras et autres gâteries, puis sort de sa voiture. En sifflotant, il gravit 4 à 4 l'escalier dérobé qui conduit directement au 2e étage de l'immeuble. En effet, Warren Ulrich n'utilise jamais le rez-de-chaussée ni le premier. En haut des marches, il allume les lumières de la galerie, dépasse 2 chambres et un bureau et s'arrête face à une fresque représentant un lac de montagne. Calant son sac de provisions sous le bras, il tâtonne sous le boîtier de sa montre et, avec le doigté d'une longue habitude, presse un point mobile légèrement saillant. La fresque glisse vers le haut dans un ronronnement huilé, découvrant un corridor étroit. Après s'être assuré que le corridor est vide, il franchit l'ouverture tandis que la fresque reprend automatiquement sa position initiale. Une installation simple et pratique, conçue il y a quelques années dans un tout autre dessein. Naguère, en effet, elle protégeait des regards indiscrets un petit repère intime où l'élite venait jouer et perdre gros, sans parler de plaisirs plus érotiques, en des salons particuliers. L'élite s'est-elle lassée de cet antre pourtant si pratique? Toujours est-il que l'endroit a fermé discrètement et sans scandale. Pas assez discrètement toutefois pour ne pas venir aux oreilles de Warren Ulrich. C'était quelques mois après sa malheureuse et dévorante liaison avec Clara Felton qu'il avait congédiée au bénéfice de Denis Widner. Warren Ulrich avait acheté ce manoir quelques jours avant que son ancienne fiancée ne convolât en juste noces avec ce fichu Denis Widner. Oui, juste quelques jours avant. Quittant les 3 corridors, Warren pénètre dans un confortable salon, meublé avec goût. Clara Felton, étendue sur un sofa, la tête posée sur un oreiller, regarde la télévision. Warren dépose le champagne et les douceurs sur une table basse près d'elle et lui embrasse le front. « Le nouvel an, baby », explique-t-il. « Une petite fête. »« Je sais que c'est le nouvel an, » dit-elle lourdement. « Ça oui, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il y a à fêter »
Avec un haussement d'épaule, Warren réduit le volume de la télé et se dirige vers le bar. Ce préambule négatif ne servira qu'à te rendre malheureuse, Clara. Pourquoi ne pas t'adapter une fois pour toutes? Elle tâtonne le sol de ses pieds nus et se redresse. Tous ses gestes, tous ses mouvements sont languissants. Il s'en émane une intense immobilité, un calme étudié, un calme voulu. Comment est-ce dehors? Il neige, répond-il en revenant avec des verres. J'aimais la neige, mais il y a tellement longtemps que j'ai oublié. C'est blanc, n'est-ce pas? Et ça descend à petits flocons mouillés et poudreux. Ah, Clara, pourquoi dire toutes ces choses qui te font mal? Quand la neige sera assez épaisse, nous irons dehors et nous marcherons dedans, comme l'an passé, d'accord? Une autre petite folie surveillée pendant 10 minutes après minuit. C'est magnanime de ta part, Warren, chéri. Bien que tu ne l'admettras jamais devant moi, je me demande si parfois tu n'as pas des doutes, Warren. Je me demande s'il n'y a pas un moment où tu te sens débordé par l'énormité de ton égoïsme. Tais-toi, Clara, dit-il doucement. Tu ne peux pas être tout à fait normal, Warren. Moi non plus, d'ailleurs. Parce que j'en suis venu à partager ton lit après 3 ans. Du moins, en surface, je suis devenu ta femme et non celle de ce pauvre Denis Widner, ta seconde victime. Pauvre Denis, il ne saura jamais ce que je suis devenu. Clara, dit-il gentiment, bien qu'il préférerait crier, ne nous sommes-nous pas mis d'accord sur le fait que de nouvelles disputes étaient vaines? Le sujet est clos, mon cœur, clos pour toujours. Verre en main, Clara se met à arpenter la pièce de long en large. Ainsi nous voici à l'orée d'une autre année. 365 jours, tous aussi monotones et futiles les uns que les autres. Je vais te le demander une fois encore, la dernière. Warren, veux-tu me laisser partir? Tu sais bien que non, mon cœur. Ce serait désastreux pour nous deux, dit-il en souriant. Après dîner, il regarde l'avènement de la nouvelle année à la télévision, toutes ces villes et tous ces gens heureux qui s'embrassent et se félicitent bruyamment. Clara accepte le baiser de Warren avec un parfait simulacre d'affection, mais elle ne le suit pas quand il désire aller se coucher. À 2 heures du matin, elle a fumé 2 paquets de cigarettes en essayant de prendre une décision. La raison simple pour laquelle elle ne peut pas le tuer pendant qu'il dort l'emplit de rage. Elle ne connaît pas le moyen d'actionner le mécanisme de la porte. Bien sûr, à force de l'épier discrètement, elle a fini par se douter qu'il doit s'agir d'un mécanisme de commande à distance, du même principe que celui du téléviseur. Ce soir-là, elle est tellement en colère contre son geôlier qu'elle se persuade qu'elle finira tôt ou tard par découvrir la clé des champs. Même si le prix à payer est de passer quelques jours en compagnie d'un cadavre dans une pièce sans fenêtre. Il est plus de 4 heures du matin quand elle se glisse dans la chambre, le long couteau fixé à sa cuisse à l'aide d'un cordon. Tandis qu'elle se déshabille dans le noir, Warren remue, mais ne s'éveille pas. Elle se glisse silencieusement dans le lit, reste allongée une dizaine de minutes avant de saisir le couteau, puis de le tenir de telle façon qu'après avoir arraché les couvertures de la main gauche, elle puisse immédiatement de la main droite plonger la lame dans le cœur de Warren. Quand vous pensez aux précautions qu'a prises Warren Ulrich pour séquestrer Clara, ne serait-ce pas mésestimer son intelligence que de croire qu'il pourrait se laisser assassiner stupidement dans son sommeil? Vous le saurez dans quelques instants. Clara Felton était fiancée à Warren Ulrich. Malheureusement pour tout le monde, elle l'a quitté pour Denis Widner.
Warren la séquestre depuis 3 ans dans une maison spécialement aménagée à cet effet. Un système électronique empêche absolument Clara de quitter sa cage dorée. Or, ce soir, Clara a décidé d'en finir avec Warren, coûte que coûte. Après s'être glissée dans le lit, un couteau à la main, il lui faut attendre 10 minutes encore pour rassembler tout son courage. Ensuite, tout se passe exactement comme prévu, sauf qu'à la dernière seconde, au moment de plonger la lame dans le cœur de Warren, une main arrête son poignet et le serre comme un étau. Ce satané, cet infect Warren faisait semblant de dormir. Il a tout prévu, Warren. Tout. Même le moment où elle voudrait le supprimer après 3 ans de patience, 3 années d'attente qui s'effondrent dans la chambre obscure. Elle glisse la lame sous le matelas et fond en sanglots silencieux en évitant de frôler ce corps tant détesté. Le matin suivant, après le départ de Warren, Clara range le couteau dans la cuisine, puis, pendant des heures, cherche le moyen de s'évader sans le tuer. Encore que, si quelqu'un ne mérite pas de vivre, c'est bien Warren Ulrich. Non seulement ce monstre la séquestre depuis 3 ans, mais il est d'une vigilance de chaque instant. Elle a beau chercher et chercher encore, aucune solution n'apparaît. C'est d'autant plus désespérant qu'au-delà de ces murs sans fenêtres, la vie et le monde palpitent. Quand il rentre le soir, son éternel sourire aux lèvres, elle est dans un état d'effondrement moral. Au début, elle garde le silence car il lui est nerveusement impossible de parler. Quand, peu à peu, elle voit que cette prostration l'inquiète, l'espoir renaît sous forme d'une nouvelle stratégie. Cette indifférence silencieuse ne pourrait-elle finir par saper son éternelle patience, son indéfectible assurance? Se pourrait-il qu'il la frappe, perdant tout contrôle, et qu'elle en profite pour lui planter le couteau dans le cœur, pour tenter n'importe quoi? C'est sans compter avec la remarquable intelligence de Warren Ulrich, car il s'adapte, le bougre, et bientôt, il ne semble plus gêné du tout par ce pesant silence. Alors qu'elle est sur le point d'exploser, Warren se consacre à la lecture ou entame des parties d'échecs avec un ordinateur. Le 11e jour, quand il part pour son bureau, après avoir osé lui tapoter la joue en silence, Clara Fenton explose. Tout ce qu'elle est parvenue à réprimer jusqu'à présent sort en une fois. Elle court en hurlant dans les pièces vides, renverse les lampes, arrache les tableaux et les déchire sur le coin des meubles, fracasse tous ses précieux et combien inutiles flacons de parfum, lacère les robes qu'il lui a offertes, et elle hurle, Clara, elle hurle! Dans un dernier sursaut, elle revient au salon, ramasse une des lourdes lampes jonchant le sol et réduit en miettes le grand œil moqueur de la télévision en couleur. Ensuite, tremblant de rage et de désespoir, elle reste plantée au milieu du carnage. Elle pense vaguement y mettre le feu, mais son instinct de conservation l'en empêche in extremis. Et, tout naturellement, les larmes suivent. À peine calmé, il lui prend un de ces fréquents accès de claustrophobie quand ces circonstances, elle ne peut maîtriser. Complètement paniquée, elle s'empare de la lourde lampe dont elle s'est servie pour démolir le téléviseur et s'élance vers le corridor de sortie dans l'espoir absurde d'abattre l'inflexible barrière de 3 années sans air, sans liberté, la porte télécommandée. À quelques mètres, elle s'arrête net. La lampe lui glisse entre les doigts. Warren a tout prévu, tout, sauf une chose. Comme tous les appareils inventés par l'homme, cette porte dérobée n'est pas construite pour fonctionner éternellement sans réglage ni entretien. Ce matin, bien que la porte ait manifestement obéi au signal quand il s'est agi de monter, elle n'est pas redescendue au niveau du sol pour s'y verrouiller. Elle ne s'est pas entièrement fermée, laissant presque un pied de jeu. Et, par miracle, cet imbécile de Warren,
trop confiant, ne s'est pas retourné pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme. Le cœur battant la chamade, Clara file chercher un manteau, puis se couche à plat ventre près du bord de la porte. Elle s'aplatit, se raidit, vide sa poitrine et rampe, millimètre par millimètre, jusqu'à ce que le bord métallique la cale au milieu du dos. Le violent effort qu'elle fournit pour se dégager ne fait que la caler davantage. Impossible d'avancer ni de reculer. La panique l'envahit à nouveau quand elle se demande ce qui arriverait si un effort trop violent libérait la porte. Cette masse d'acier l'écraserait comme un insecte. 3 ans de séquestration pour finir de la sorte, à quelques centimètres de la liberté. À quelques centimètres. Oh non, non. Elle ordonne à ses muscles de se détendre. « Pense-toi petite et mince, » se dit-elle. « Pense-toi ronde et glissante. Pense-toi libre. » Et le miracle se produit. Molle et sans eau, flexible, elle est un fluide qui se répand sous une porte. En quelques secondes, elle est dehors. Dans la cabine téléphonique d'un drugstore, Clara Fenton se demande si elle doit d'abord appeler la police ou Denis Widner. 3 ans et 17 jours plus tôt, elle était sur le point d'épouser Denis. Malheureusement, les événements avaient pris un cours machiavélique. Elle aurait dû refuser cette invitation à dîner que Warren lui avait faite, mais il semblait si détaché, si amical, pour tout dire, si fair-play. « Quittons-nous au moins sur une bonne impression », avait-il dit au téléphone. Comment lui refuser cela? L'ennui, c'est qu'il avait proposé ce dîner dans sa nouvelle maison, et la légendaire curiosité féminine avait poussé Clara à accepter l'invitation. Elle quitte le drugstore sans téléphoner, et elle un taxi. « Merget Manufacturing », dit-elle au chauffeur, en indiquant le bureau de Denis Widner. La jeune fille de la réception la considère d'un œil froid quand elle demande à parler à Denis Widner. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mademoiselle. Dites-lui simplement que je suis Clara Fenton. » Quelques secondes plus tard, Denis se dresse sur le seuil de son bureau, l'œil exorbité mais apparemment sûr de lui. Il considère Clara quelques instants en silence. « Entre », finit-il par dire en s'effaçant. Clara entre dans le bureau, s'attendant à moitié à ce qu'il lui saute au cou une fois la porte fermée. Au lieu de cela, il s'assied avec une expression sombre et insondable. « Clara, Clara, où étais-tu » demande-t-il en secouant légèrement la tête en signe de condamnation. 3 ans sans un signe, sans la moindre nouvelle. Où étais-tu, Clara? As-tu attendu 3 ans pour me faire des reproches, Denis? Est-ce tout ce que tu éprouves? Mais c'est toi qui m'as abandonné, Clara, non le contraire. J'ai été un vrai zombie pendant des mois et des mois. Mais les blessures se referment tôt ou tard, Clara. Vois-tu, Denis, je n'espérais pas une fanfare, seulement un peu de chaleur humaine. Il ne t'est jamais venu à l'idée que je pouvais être en danger? Clara, j'ai engagé des détectives sans résultat. Tu ne pouvais pas demander de l'aide là où tu étais? Non, Denis, je ne pouvais pas. Mais crois-moi, je ne t'ai pas abandonné, je te le jure. Bon, je te crois, finit-il par dire. Et je suis content que tu sois revenu. Une échappatoire plate et sans émotion. La présence de Clara ravive-t-elle en lui trop de vieilles souffrances? Tu es marié, Denis?
Hein? Pas vraiment, Clara, mais j'ai des projets. Alors que les larmes se mettent à couler, Clara se lève et sort. Au poste de police, il y a du monde, beaucoup de monde. Le sergent de service lui indique un long couloir où attendre parmi une foule en désarroi. Clara Fenton s'assied sur un coin de banquette et, l'esprit vide, se met à attendre. De victime en victime, son tour vient, mais alors que la personne à côté d'elle se lève, Clara se lève et sort du commissariat. Quand le taxi la dépose à la grille du manoir de Warren Ulrich, elle ordonne au chauffeur de l'attendre. Il ne doit sous aucun prétexte partir sans elle, surtout s'il est intéressé par un bon pourboire. Elle sonne à la porte et Warren ouvre. « J'avais la conviction que tu ne te sauverais pas, » lui dit-elle. « Non. Quand j'ai vu que tu n'étais plus là, Clara, je me moquais pas mal de ce qui pouvait m'arriver. Et puis je me suis dit que tu ne préviendrais peut-être pas la police. 3 ans de vie commune peuvent créer certains liens et certaines habitudes. Entre, Clara. Non, Warren, je n'entre pas, pour rien au monde. Tu devrais te rendre compte qu'il n'est pas question que je reste dans cette maison, même une seconde. Il acquiesce d'un pauvre sourire. Allez, Warren Ulrich, va chercher ce dont tu as besoin dans l'immédiat et dépêche-toi. J'ai fait attendre un taxi pour qu'il nous ramène en ville. Tous les deux. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.